Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, soyez les bienvenus à Chauchet avec Aubery Métro. Aubery est la nouvelle directrice de la radio RCF depuis le mois de janvier. C'est une toute jeune directrice de 35 ans, c'est aussi une jeune maman. Et c'est son parcours qui va vous être dévoilé aujourd'hui. Elle nous vient du Mans où elle était journaliste. Auparavant, elle a beaucoup traîné dans le réseau France Bleu avant d'atterrir ici au service de l'information locale. Mais pas que, elle va nous l'expliquer. Ensemble, nous allons nous promener et je vais l'emmener à la concurrence. C'est pas gentil. Oh non, bah ça c'est pas gentil ça. Je l'emmène chez Dig Radio, du côté de Saint-Georges de Montaigu, chez l'ami Guillaume Benoît. Oh, c'est pas tellement la concurrence. Tout ça, c'est un petit milieu, vous le savez, hein, les journalistes. C'est une sorte de mafia. Ensemble, nous allons donc nous promener et échanger sur son joli parcours sans faute jusqu'à présent avec Aubery Métro. C'est sans détour que vous regardez. Bonjour Aubery. Bonjour Hervé. Range-moi ce téléphone. Je t'embrasse. Parce qu'on se connaît un petit peu, c'est pas un secret. Je crois que je suis le premier rendez-vous que tu as vu quand tu es arrivé en Vendée. Exactement. C'est ça. Elle est venue à TV Vendée regarder comment marchait la télévision, elle, en tant que directrice, nouvelle directrice de la radio RCF. D'où viens-tu, Aubery? Tu viens du Mans, mais d'avant, hein, alors? D'avant, je viens de Guingamp, en Bretagne. Ah, de Guingamp. Tu es bretonne au départ. Le côté identité, on connaît bien ça. Oui, mais il ne faut pas trop le dire en Vendée. Mais pour l'instant, ça passe bien. Pour l'instant, ça passe bien? Ça passe bien. C'est très bien. Et tu es contente depuis janvier là, d'être arrivée en Vendée? Oui, mais je crois que c'est mon premier jour de pluie. C'est vrai? Parce qu'on s'est rendu compte que mon bureau fuyait, donc je pense que c'est mon premier vrai jour de pluie. D'accord. Donc, et non, je suis très heureuse. D'accord. Alors, vous verrez les locaux d'RCF, ils sont très bien, même si parfois il pleut à l'intérieur. Allez, en voiture. Hop, mets-toi à l'aise. Et on y va. Hop. Allons-y. Alors, on va se promener. Et tu es originaire de Guingamp. C'est bien ça, tu as du sang breton, alors 100% breton? Non, pas 100% breton, un peu picard aussi. Quels étaient tes parents? Ma maman était assureur de l'En Avant Guingamp, club de football. D'accord. Et mon papa travaillait dans la banque, en Picardie. D'accord. Et comment tu es venue à la radio alors? Alors, je suis dyslexique, ce qui fait que la presse écrite, ça a beaucoup été... Rapidement, je me suis dit que c'était pas possible, sinon j'allais un petit peu me faire insulter par tous les gens qui élisaient le journal ou relisaient le journal derrière moi. Notamment, je me souviens au lycée avoir écrit, on parlait des Juifs, avoir écrit bouc émissaire. Ouais. Et le prof d'histoire qui ne rigolait pas beaucoup, qui était un vieux monsieur bossu, se mettre devant la classe et nous dire... Madame Métro, j'ai trouvé une perle en pastis. Et j'avais écrit ça bouquet comme un bouquet de fleurs, et misère plus loin. Alors c'était très poétique, mais je me suis rapidement dit que ça serait pas possible. Un bouquet de misère, oh c'est mignon. Mais alors, c'est quoi un dyslexique? On va rappeler ça, parce qu'on parle beaucoup de ces choses-là. Mais c'est quoi exactement une personne dyslexique? Alors une dyslexique, en tout cas moi dans mon cas, il y a plusieurs sortes. C'est que je ne vois pas les fautes d'orthographe. J'ai du mal à différencier les sons. Et il y a des mots que je ne sais pas écrire. Je ne sais pas écrire accueil, par exemple. Donc si jamais sur le site internet de RCF Vendée, vous voyez une faute dans l'accueil, soyez indulgents. C'est juste que je ne sais pas où on met les lettres dans le bon ordre. Je ne sais pas non plus écrire théâtre. D'accord. Et puis il y a aussi des problèmes de notion en espace. Je ne connais pas ma droite de ma gauche. Donc là, vous voyez, vous tournez côté du conducteur pour moi, pas côté du passager. Ok. Et non, mais en plus, c'est bien qu'on se le dise. Hein. Ça veut dire que si un jour je fais une faute d'orthographe dans un mail et qu'on me le reproche, je dis je suis dyslexique et ça passe. Ouais, alors faut qu'il y en ait beaucoup quand même. C'est des fautes assez caractéristiques. Mais ça peut marcher, hein. Il y en a qui s'en servent comme faute juste parce que c'est des fautes d'inattention. Hein. Comment on a découvert ça chez toi? On a découvert ça en première année d'école de journalisme. Donc c'était tard, alors que maintenant on détecte ça beaucoup plus tôt. Ouais. On m'a souvent dit que je faisais pas attention, que c'était quand même pas compliqué. En plus, j'ai toujours beaucoup lu, donc c'était pas une histoire de... J'étais pas lettrée. C'est juste que vraiment, je ne voyais pas les fautes. Et j'ai un professeur, Christophe Gimbert, quand j'étais en première année de fac de journalisme, qui s'est dit que c'était pas normal, que je sois très bonne en tout ce qui était concret et beaucoup moins quand il fallait écrire des tartines et des tartines. Et qui m'a envoyée chez une orthophoniste qui était assez hallucinée de la manière dont j'avais réussi à compenser ça, parce que j'ai quand même un bac littéraire avec mention, oui, sans avoir été détectée.
D'accord. Mais c'est plein d'espérance, ça. Pour moi, on est des passeurs de messages déjà, on n'est pas des sachants. Et on est là pour montrer le beau du monde. En tout cas, moi, c'est la journaliste que je veux être aujourd'hui et que j'espère que je suis. D'accord. Comment cette définition s'est imposée à toi ? Un peu en même temps que ta vocation ou Non, petit à petit dans les écrits, dans les lectures, etc. Bien après. Au début, je voulais travailler dans le hard news et être vraiment, vraiment, vraiment sur l'actu chaude. Ouais. J'ai fait des stages à France Info, à Radio-Canada et RFI et j'ai adoré ça. Je pense que plus il fallait être dans l'actu chaude et plus il fallait réagir vite, plus j'adorais ça et plus je me sentais à ma place. Et puis, il y a eu le 13 novembre 2015. J'étais en matinale. Donc, en fait, je dormais pendant que tout ça s'est passé. Ouais. Je me suis réveillée à 3h du matin pour aller travailler. Et sur mon écran d'ordinateur, ça affichait un message de ma meilleure amie me disant « Bon courage pour le pire week-end de ta carrière. » Ah oui. Et moi, je me disais « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Demain, je vais voir U2 à Bercy. Tout va bien se passer. » T'étais à Paris, là, hein. J'étais au Mans, déjà. Au Mans, déjà. À RCF, parce que t'es passé par la radio non, RCF. j'étais dans une radio privée. J'étais à D'accord. Sweet FM, qui est un peu la Alouette du Mans. D'accord. Et donc où le fait divers et où le sensationnel doit aller en une. Et c'est très respectable, hein, je ne juge pas du tout. Oui. C'est la ligne éditoriale. Et en fait, du coup, ce jour-là, j'ai dû comme me dissocier de mon corps pour raconter l'horreur, alors que ces gens qui avaient été tués, ça aurait pu être moi, ils avaient mon âge. Qu'il a fallu que je scrute leur visage sur les réseaux sociaux pendant tout le week-end parce que au cas où il y en avait un de la zone, il fallait le savoir parce qu'il fallait être les premiers dessus. Et où j'ai eu l'impression de déshumaniser complètement et mon être et mon métier et de me dire que en fait c'était pas pour ça que je voulais faire ça, ça n'avait plus de sens. sens. T'as souffert là ? Ouais. Je pense que c'est alors de toute mesure, hein, mais une sorte de traumatisme qui a pas du tout été géré par ma rédaction de l'époque parce qu'on savait pas que ça pouvait être des traumatismes. Ouais. Mais je l'ai senti, oui, plus après. Plus je racontais de l'horreur, j'avais vraiment l'impression d'être sortie de mon corps à tel point qu'on est allé à Paris 2 jours après avec mon mari. Et je lui ai demandé de m'emmener au Bataclan. Et j'ai eu besoin d'aller déposer une rose blanche devant le Bataclan pour me prouver que tout ça, ça avait vraiment existé. Parce que je voulais pas être un journaliste robot-machine qui raconte des horreurs sans comprendre que ça existe. D'accord. Et donc là, tu t'es dit, stop, maintenant, je veux faire du beau. C'est là, je me suis dit, il faut que ça change. Soit j'arrête le journaliste, soit je retrouve un sens. Et est arrivée cette offre à RCF. J'étais la première à hurler sur tous les toits que jamais je n'irais travailler chez les cathos. Je l'ai dit et redit. Et finalement, j'y suis allée. Et je pense que j'ai jamais été aussi heureuse dans mon métier que depuis que je travaille à RCF. Ouais. Il faut pas être forcément catho pour bosser à RCF ? Alors moi, je ne savais même pas faire la différence entre un évêque et un prêtre quand je suis arrivée à RCF. Ouais. J'ai lu le catholicisme pour les nuls avant mon entretien d'embauche avec le vicaire général du Mans. Ça existe ça, le catholicisme pour les nuls ? Ça existe. Et ça fait donc la différence entre un cardinal, un évêque et un prêtre. C'est toujours bon à savoir. Je savais pas, d'accord. Ok. Pour avoir des notions. Et après, j'ai été très honnête en disant que voilà, c'était pas mon éducation, que je m'étais jamais là posé la question si je croyais ou si je croyais pas, mais que je pense qu'on avait des valeurs communes. De mettre l'humain au centre, de mettre le beau au centre, la charité, d'aider les autres, la fraternité. Et que sur ça, en fait, je pouvais être utile à la radio. Et en fait, finalement, je pense que c'est la radio qui m'a été le plus utile. En plus, au bout d'un mois, je faisais les 24 heures du Mans, je faisais un selfie avec Brad Pitt. Donc là, on était... T'as fait un selfie avec Brad Pitt ? Brad Pitt a touché cette épaule-là. D'accord. C'est ça, là. Depuis, je ne l'ai pas lavé. D'accord. C'est... Ok, d'accord. Vive RCF alors, hein, parce que oui. moi jamais j'ai fait moi j'ai fait Nicoletta. Ah c'est bien aussi, hein. C'est un autre style. C'est pas pareil. Mais voilà, bon bref, en tout cas tu t'y es épanoui. Moi ce que je voudrais savoir c'est pourquoi t'es pas parti au national, pourquoi t'es pas resté dans le réseau France Bleu, pourquoi t'as pas essayé de percer sur France Info ou ailleurs? Alors je pense que j'aurais à un moment donné peut-être eu l'opportunité de faire ça. Et puis j'ai décidé de partir 1 an au Canada parce que j'avais cette opportunité de faire une sorte d'Erasmus et qu'en fait ça m'a profondément changé et profondément déformaté de Radio France. D'accord. Parce qu'on est formaté quand on bosse à Radio France. Il y a un style Radio France que j'avais dans la manière de faire, dans la manière de parler, mais que le Canada et cette expérience m'ont offert une ouverture d'esprit que je regrette absolument pas. Écoute, on va écouter le morceau de musique. Si je le retrouve, il est là. Un homme extraordinaire. C'est toi qui as choisi ça. Si ça démarre, Les Innocents. Allons-y.
Pourquoi tu as choisi Les Innocents et Un homme extraordinaire ? Dis-moi. Parce que je trouve que les paroles de cette chanson, elles sont tout ce que je veux faire dans le journalisme. Ah bon ? Oui. Très bien. Je crois que j'ai jamais écouté en fait. Et écoute le refrain et tu vas comprendre. D'accord. Que c'est aussi mettre en avant le beau des gens et les gens inconnus. Ok. Et on va, puisque en préparant cette émission, j'ai donné un indice, je voulais pas le donner. Donc t'as presque deviné, on va où ? Je dirais qu'on va à Digue Radio à Saint-Georges-de-Montaigu. C'est ça, on va à Saint-Georges-de-Montaigu. C'est la première fois que je me fais griller avant sur l'endroit où nous allons. Ça m'énerve. Bon, on va chez Digue Radio, chez l'ami Guillaume Benoît. C'est une web radio qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, et puis c'est un ancien d'RCF. Exactement. Aussi. Allez, on écoute. Je me suis fait griller. Tu le laisseras vieillir juste après leur enfance. J'écoute du coup. Écoute le refrain là. C'est hyper vieux. Oui. Et encore, je t'ai pas choisi de cette émission. Bah, écoute là. Ouais, j'ai écouté. On se souviendra de ceux qui commettent un crime un jour, de tous ces chasseurs de primes. Et puis d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. Sans l'espoir d'apprendre à leur apprendre à ne pas compter les heures qui s'enroulent. Alors, quel effet ça te fait de venir ici à la concurrence ? Oh ouais, la concurrence, pas vraiment. C'est une radio digitale. Nous, on est un peu sur le web, mais pas tant que ça. Enfin, on essaye parce qu'il faut et parce que le podcast. Mais non, puis c'est un joli projet. Enfin, il se débrouille bien. C'est typiquement l'entrepreneuriat vendée. Hein. Avant que j'arrive, on m'a dit tu vas voir en Vendée, il n'y a rien d'impossible. Ouais. Bah là, on est exactement dans le il n'y a rien d'impossible. Alors, c'est marrant que tu me parles de ça parce que du coup, moi, il faut que je te parle de la Vendée et de ta découverte de la Vendée. Donc, qu'est-ce que tu as découvert de la Vendée qui t'a le plus frappé ? La gâche. Non, ça marche pas. Non. Si, tu peux. Non, mais vraiment, c'est une vraie gastronomie vendéenne. Moi, je l'ai découvert, hein, mais voilà. Donc, la gâche. Vraiment ce côté de c'est pas impossible en fait, même les idées les plus folles, que ça soit avec mon conseil d'administration, mon président Clément Plot ou même là, ça se voit, on peut y arriver, on se donne les moyens d'y arriver, on a le droit d'y arriver et on nous dit pas non c'est pas possible, on dit vas-y essaye, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour y arriver et j'adore cet état d'esprit. Et c'est différent par rapport au roman ? Oui, c'est même différent par rapport à tout où je suis passée. D'accord. Ça me rappelle un peu cet esprit québécois, nord-américain. D'accord. Tu peux, c'est possible, essaye. On verra après. Puis de toute façon, même si ça marche pas, on apprendra pourquoi ça a pas marché. Puis ça marchera la fois d'après. D'accord. La proximité avec la mer, tu m'as dit que tu étais une amoureuse du littoral et de la mer. Ça a compté dans ton choix de venir ici ? Ouais, je pense que c'est une qualité de vie que j'avais envie d'offrir à ma famille. Ouais. De se dire que le week-end, en 20 minutes, on peut être à la mer en fait. D'accord. Ou quand bon, pas comme aujourd'hui, mais quand il fait beau, à la sortie du travail, la grosse journée, on va à la mer. On respire un coup et ça fait vraiment du bien. Alors aujourd'hui, tu n'es plus journaliste. Si. Tu es encore journaliste, mais tu as pris la direction. Ça change des trucs quand même. Ça change des trucs, mais c'est plutôt chouette. Ouais. Parce que moi, j'ai encore la chance d'avoir les mains dans le cambouis, en ce moment présenter la matinale tous les matins, de pouvoir aussi aller sur le terrain. Et ça, c'est chouette. Je pense que si, effectivement, je faisais que de la direction et que de l'administratif, je serais malheureuse. Et en même temps, j'ai ce truc d'hélicoptère de je peux être très proche du terrain et puis avoir aussi cette vision globale pour construire l'avenir d'RCF, pour construire les programmes de l'année prochaine, pour faire des nouveaux projets, pour organiser. Là, on sort du printemps du livre de Montaigu, c'était magnifique, c'était extraordinaire. T'as l'impression que t'as un nouveau terrain de jeu en fait ? Oui. J'ai l'impression que j'ai une feuille blanche où il y a tout à écrire et qu'en plus j'ai derrière moi une équipe de feu qui va m'aider à écrire ça et qui me suit dans n'importe quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu es heureuse et comblée par ce que tu as l'occasion de vivre. Ok, on va continuer. Maintenant, on va rentrer dans le studio. C'est le saint des saints pour un journaliste, hein, de rentrer dans un endroit comme celui-là. Regarde comme c'est joli. Voilà, il est bien installé, Guillaume Benoît. Très classieux. Merci Guillaume d'ailleurs, hein, au passage. Voilà, tous les journalistes se connaissent. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas un peu de consanguinité dans les métiers du journalisme, y compris sur le fond et sur le sens qu'il donne aux choses ? Alors sur le sens, je ne sais pas, du fait qu'on se connaît tous, oui.
parce que même moi qui suis arrivée depuis pas très longtemps, je connais déjà Guillaume, mais voilà, on se connaît aussi. Ouais. Et ça, c'est plutôt bien, parce que c'est aussi une certaine solidarité. Après, sur le fond, je pense qu'on a tous notre manière de traiter, et que si on traite pareil, c'est qu'on a raté le coche. Alors, il y a des choses qu'on est obligé de régler, de traiter pareil. La reprise de la saison touristique, bon, bah voilà, on la traite pareil. Ouais. Après, je pense que tout ce qui est, par exemple, l'accueil des Ukrainiens ou des choses de fraternité comme ça, si moi, je le traite comme Ouest France ou comme à TV Vendée, j'ai raté mon coup. D'accord. J'ai raté ma ligne, et du coup, je suis pas Et donc, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé d'RCF, tu vas le traiter comment, toi ? Moi, là, je le traite sur beaucoup de fraternité. Ouais. On relaie les appels à la solidarité. On suit une famille, on suit des Vendéens, en fait, qui ont reçu une famille ukrainienne. On est allé les voir avant, on est déjà allé les voir 2-3 fois. On suit parce que je trouve ça trop dommage de se dire « Oh, ils vont les recevoir » et puis de pas savoir comment c'est passé. Parce que ça va pas être tout rose, ça va pas être tout noir, mais ça va juste être aussi de l'adaptation de chacun. Et ça, c'est important qu'on le montre. On va aussi le traiter avec... on a une Russe orthodoxe qui est très touché par la solidarité qu'il y a avec sa paroisse catholique. Voilà, là, je trouve qu'on fait vraiment du RCF. D'accord. On va pas compter les bons, c'est pas notre travail. On va faire la fraternité. Ouais. Tu es une radio militante ? Alors, ça dépend ce qu'on entend dans militant. Je suis pas une radio politique. Tu représentes une radio militante. D'ailleurs, ce n'est pas toi, la radio. Militante, oui et non, qui porte un certain idéal, oui. Qui est pas forcément un idéal que ce que les gens pensent, que ce que moi, je pensais avant d'arriver à RCF. Pour moi, RCF, c'est... effectivement, porter l'évangile, mais porter l'évangile dans ce qu'il a de beau, dans des belles valeurs, dans la charité, dans la fraternité. Et c'est porter la bonne nouvelle, mais sans forcément faire du Jésus tous les quarts d'heure. C'est mon ancien évêque, Monseigneur Le Sceau, qui disait ça. Et j'ai trouvé que c'était un joli compliment, parce qu'en fait, vivre à la suite du Christ et vivre comme Jésus, c'est pas... C'est prier, c'est la liturgie, etc. Mais c'est la solidarité, c'est... regarder avec bienveillance, c'est plein de choses. Ça se fait aussi dans les recettes de cuisine et dans l'écologie et dans le fait de ne pas gaspiller. Enfin, je pense qu'on peut partager la joie de l'évangile et la bonne nouvelle dans plein de notions qui vont rejoindre mes auditeurs qui sont pour la moitié pas cathos et qui sont ce qu'on appelle des chercheurs de sens et qui vont les bousculer. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que Pâques, c'est dimanche prochain, là, et tu nous as dit que tu n'étais pas catho en rentrant à RCF, et à Pâques, tu te fais baptiser. Oui. Je me fais baptiser à 5h du matin, où j'imagine... À 5h du matin ? À 5h du matin, la vigile pascale, dans la cathédrale du Mans. Alors, tout de suite, oui, c'est pas que j'ai pas voulu en Vendée, c'est que j'ai fait mon parcours au Mans, que j'ai découvert la foi au Mans, que j'ai été élevée dans la foi au Mans, et que du coup, ça avait du sens pour moi de me faire baptiser au Mans, parce que c'était tout changé 4 mois avant d'arriver, et ça n'allait pas. Donc ma famille sera tout serrée comme des petits cornichons avec la chair de poule à 5h du matin dans la cathédrale du Mans, à assister à ce beau moment-là. Ben, ça, c'est important qu'on en parle. Comment ce chemin s'est déroulé ? Je pense que j'ai été bousculée par beaucoup de rencontres que j'ai faites et par beaucoup de portraits de prêtres que j'ai menés. C'est drôle parce qu'il y a quelques jours, là, au Printemps du Livre de Montaigu, j'ai rencontré Mireille Dumas. Alors, les plus jeunes ne vont pas savoir qui c'est. Pour certains, elle a fait du pathos. Pour moi, elle a tout compris de l'interview, en fait. D'accord. Elle a tout compris de ce qui était de montrer l'humanité des gens et le beau des gens. Et moi, j'ai voulu reprendre sa patte à ma toute petite mesure avec des prêtres, pour montrer qu'il y avait des hommes derrière les prêtres, pour montrer que c'était des hommes de foi, qu'ils avaient donné leur vie, mais qu'ils allaient aussi voir des marvels, qu'ils étaient aussi très bons cuisiniers et qu'ils adoraient faire du bateau. Et j'en ai un qui m'a chanté du rhum, des femmes, de la bière, nom de Dieu, à l'antenne. Et voilà, et ça a fait des très beaux moments. J'ai aussi rencontré une religieuse de 104 ans qui m'a expliqué comment toute sa vie, elle a été au chevet des prostituées. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même fou ce qu'il fait le Seigneur, et c'est quand même fou ce qu'on fait par amour. Et au fur et à mesure, ça m'a travaillé. Et puis j'ai traversé des épreuves qui m'ont travaillé. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, je lui parlais. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça me faisait du bien d'aller à la messe. Et puis, mais j'ai eu du mal à assumer ça, parce que je voulais pas que ça soit oh, elle se fait baptiser parce que c'est facile, en fait, puis parce que c'est ce qu'on attend d'elle. Je voulais pas que ça soit ça. Et donc, ça a mis du temps. Ça fait 6 ans que je chemine. Et là, on y est. Dans quelques jours, je vais me faire baptiser. Et c'est beaucoup d'émotions en même temps. T'as les jetons ? Ouais. J'ai les jetons de rien ressentir, de me dire oh mais s'il se passe rien, alors que c'est pas possible, je sais qu'il va forcément se passer quelque chose. Et en même temps de me dire bon bah maintenant il faut quand même que je sois à la hauteur d'une certaine exigence que je me mets à moi-même, non pas que le Seigneur me met à moi, mais que je me mets à moi-même. Parce que je me dis que c'est pas juste recevoir de l'eau sur le visage, c'est aussi tout un idéal de vie qu'il va falloir continuer. Très bien.
Très bien. Eh bien, merci pour ce beau témoignage. Merci Aubry. On s'arrête là parce que j'ai presque réussi à faire poindre une petite larme. Mais c'est de l'allégresse. On m'avait dit. Bien évidemment, c'était un peu prévu. Merci beaucoup à vous qui nous avez regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Alors, vous savez pas où, moi non plus. Mais moi, je ça saurai. sera sympa, mais toi, peut-être que tu sauras. À la semaine prochaine. Salut.